Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe télévisée ouverte en Chine. Je suis votre hôte, Sabening. Bienvenue à tous. Bienvenue à notre public sur place ainsi qu'à la centaine d'internautes en direct avec nous. Le sujet dont on va parler aujourd'hui concerne un rôle très mystérieux dans le monde de l'Internet. En tout cas, j'en ai toujours entendu parler. On le voit dans diverses œuvres cinématographiques et télévisuelles, comme des films de cambriolage ou d'action. Quand un groupe veut accomplir l'impossible, il doit impérativement compter dans ses rangs un faux de technologie. C'est le genre de personne qui peut s'infiltrer partout. Vous voulez éteindre le système de vidéosurveillance d'un bâtiment ? Pas de problème. Vous voulez remplacer toutes les images qu'il a prises? Pas de problème. Puis à la fin de la mission, au moment d'évacuer, il vous donne un itinéraire et vous dit où aller. Il y a toujours un as dans ces domaines. Ceux dont je parle sont les hackers. Notre invité d'aujourd'hui fait partie des White Hats, comme on les appelle dans le milieu. Ceux-ci sont peut-être les plus mystérieux des hackers. Et c'est un de leurs maîtres qui va venir sur notre plateau. Des applaudissements pour accueillir Duan Haixing, professeur à l'Institut des sciences des réseaux et du cyberespace de l'Université Tsinghua. Bonjour Monsieur Duan. Bonjour. Merci à tous, asseyez-vous. Quand vous êtes apparu, cela m'a un peu surpris. Je suis désolé de vous décevoir. Je devrais peut-être porter un sweat à capuche, cacher mon visage et tourner le dos au public. Dans notre imaginaire, les hackers ou les véritables as de l'Internet sont mystérieux. En fait, notre identité est tout à fait publique. Dans le monde de l'Internet, l'est-elle aussi? Oui, du moins en ce qui me concerne. Toutes mes déclarations en ligne sont faites sous mon pseudonyme. En fait, tout le monde le connaît, c'est Duan Haixing. Votre vrai nom. Pouvez-vous en quelques mots expliquer aux profanes que nous sommes ce qu'est un hacker et ce qu'est un white hat? En fait, le mot hacker n'était pas péjoratif au début. Dans de nombreux domaines de l'informatique, des pionniers et membres de l'élite étaient appelés ainsi à l'époque. De nos jours, les gens utilisent plus souvent ce mot pour désigner ceux qui se concentrent sur les failles de sécurité dans les ordinateurs et les réseaux. Ça ne signifie pas nécessairement qu'ils sont mal intentionnés. C'est là que la distinction commence. Les hackers de type Black Hat profitent de ces failles pour commettre des méfaits. Pour satisfaire leurs besoins et intérêts. Voilà. Les White Hats, quant à eux, rendent publiques les failles qu'ils découvrent, incitant les fournisseurs de sécurité et les fournisseurs d'accès à Internet à y remédier. L'équipe de réalisation m'a demandé de poser une question. À mon avis, ce n'est pas à l'animateur d'un programme juridique que je suis de le faire. Ils m'ont raconté que vous aviez passé les congés de la fête nationale hors de Beijing. Pour le retour, faute d'avoir pu trouver un billet sur une ligne à grande vitesse, vous avez réservé une couchette dans un train vert ordinaire. Ils s'imaginaient que pour vous, obtenir un billet de train a été chose facile. Ce n'est pas le cas? Y a-t-il un défi technique? Je pense que vos collègues n'arrivent pas à obtenir de billets de train sur Internet, alors ils espèrent qu'un héros vienne les aider. Si je savais vraiment le faire, je ne crois pas que je serais ici aujourd'hui. Je serais chez moi, occupé à gagner de l'argent. Ou bien
je serais déjà en prison. Mais vous esquivez. Avec vos connaissances, vous pourriez le faire. Je suis bon sur le plan théorique, mais concernant la pratique, je suis en fait bien pire que mes étudiants. Donc ils peuvent le faire. Certains d'entre eux font des recherches sur l'industrie noire et analysent notamment les logiciels de revente des billets. Ça, je vois ce que c'est. Par contre, je ne sais pas ce que veut dire industrie noire. C'est le domaine d'activité des hackers Black Hats. Il y a aussi l'industrie grise. Elle se situe quelque part entre l'industrie noire et les activités légales. Il y en a qui profitent de certaines règles du cyberespace pour faire de gros profits, tout en évitant les sanctions pénales. Nous espérons que les résultats de nos recherches aideront la police à attraper les criminels qui sévissent sur Internet. Il ne s'agit donc pas de se confronter directement aux pirates, mais de découvrir les failles avant eux. Oui, même quand on traque des hackers, on se soucie de ne pas enfreindre la loi. Dans votre lutte, le cadre légal ou les règles sont peut-être ce qu'il y a de plus important pour vous. C'est vrai. Nous avons une compréhension un peu plus claire du rôle que joue le professeur Duan et son équipe sur Internet. Mais notre curiosité est encore loin d'être assouvie. Nous avons de nombreux jeunes aujourd'hui sur notre plateau et certains d'entre eux veulent échanger avec vous. Chacun a une formule clé pour résumer leurs questions. Qui commence ? Bonjour à vous deux, je m'appelle Zheng Ziyun, je suis étudiante de premier cycle en génie des communications. Aujourd'hui, ma formule clé est « Est-ce difficile de déjouer les arnaques ?» J'aimerais vous poser quelques questions en rapport à une expérience que j'ai vécue en personne. Récemment, les mères de camarades de classe et moi-même avons reçu des appels frauduleux très similaires en même temps. L'interlocuteur prétendait être le directeur de notre département. Il disait qu'un événement concernant les échanges avec l'étranger allait se tenir. Le paiement étant imminent, je devais donc transférer la somme sur le compte de l'école. Et puis, lorsque nos parents demandaient des précisions sur notre situation, l'interlocuteur pouvait répondre en détail, ce qui écartait leurs soupçons. De plus, il demandait un virement vers le compte de l'école. Oui, il parlait bien du compte bancaire du service des affaires académiques. En tant que personne ordinaire, je me demande bien où il a obtenu des informations aussi détaillées sur nous. Par ailleurs, les technologies actuelles permettent-elles à faire face aux malfaiteurs ? C'est une question complexe. En fait, beaucoup d'escroqueries de ce genre profitent de la faiblesse de la nature humaine. Cette faiblesse n'est pas un défaut. Prenons l'exemple de l'affection familiale. S'ils apprennent que leur enfant a un problème, les parents sont sur des charbons ardents. Parfois, il y a un manque de vigilance. Les attaques de ce genre seront peut-être de plus en plus nombreuses. Maintenant, avec le grand modèle de langage, un robot automatisé peut arnaquer votre mère avec certaines informations personnelles vous concernant. Je trouve cette question complexe parce que les auteurs d'attaques disposent de plus en plus d'informations. Vous vous demandiez à l'instant où il a obtenu des informations aussi détaillées, comme votre numéro de carte d'identité et même votre établissement. Avez-vous déjà utilisé un logiciel de revente de billets ? Vous l'avez déjà fait ? Est-ce que ça pourrait venir de là ? Oui, lors de nos recherches, nous avons constaté que de nombreux utilisateurs de ces programmes sont peu sensibilisés à la sécurité et divulguent leurs données personnelles. Mais parfois, ce n'est pas entièrement de leur faute. On ne peut pas blâmer les victimes. On ne peut pas tout leur mettre sur le dos. Il se peut aussi que le réseau et le logiciel ne soient pas sécurisés.
Par conséquent, la Chine a publié une loi sur la sécurité des données et une réglementation relative à la protection de la vie privée. D'une part, ces plateformes ont obligation de préserver la vie privée. D'autre part, outre ce parapluie légal, nous devons avoir conscience de l'importance de la protection des données personnelles. Par exemple, ne vous inscrivez pas à la légère, évitez de divulguer des informations vous concernant. Des systèmes de sécurité ont déjà été conçus. Par exemple, quand vous vous connectez à votre compte bancaire, on vous envoie un code de confirmation par SMS. C'est ce qu'on appelle la double authentification. Dans nos vies, on utilise beaucoup ce principe d'authentification à facteurs multiples, qui est une précaution très importante en termes de sécurité. Comme nous vivons à l'ère du cyberespace, on doit être plus vigilant. Mais je pense que sur le plan technique, sur le plan social et national, ainsi que sur le plan juridique, nous avons vraiment besoin de construire une barrière solide. Oui. Merci. Donc, de ce point de vue, M. Duan et son équipe fournissent une base et des services de pointe aux législateurs. Vos recherches offrent en fait des renseignements de première main concernant les lois subséquentes, y compris leurs applications. Merci. Au suivant. Je m'appelle Tian Xiaotong, je suis expert en audit. Pour autant que je sache, à l'heure actuelle, le salaire des employés travaillant dans les technologies de la cybersécurité est plus élevé. Je crois que M. Duan doit avoir de nombreuses occasions de gagner beaucoup d'argent. Parmi ceux qui ont été vos camarades de promo ou même vos étudiants, certains sont peut-être déjà à l'aise financièrement. Que pensez-vous de cet écart ? On aborde déjà la question du choix de vie. J'ai l'impression que M. Duan est réservé quand on parle de ce sujet. Je pense que chacun a ses aspirations propres. J'ai tenu compte de l'aspect financier que vous avez mentionné. La liberté financière me rendrait-elle plus libre ? Mais parfois, je pense que pour atteindre cette liberté financière, je deviendrai moins libre. Je pense qu'en tant qu'enseignant, je suis assez libre. Je dispose d'une grande latitude pour choisir ce que je veux faire, y compris dans quelle direction orienter mes recherches. Et puis, je travaille avec mes étudiants. Ça me comble de bonheur et ça me permet de rester jeune. J'apprécie beaucoup la situation dans laquelle je suis. On oppose parfois rêve et réalité. Je suis un idéaliste ancré dans la réalité de la vie. Je ne pense pas qu'il y ait de liberté absolue. Dans de nombreux cas, on trouve un compromis, un équilibre. De plus, je tiens à préciser qu'il ne faut pas croire que les enseignants universitaires vivent modestement. Monsieur Duan a longuement réfléchi au choix du mot, modestement. Disons plutôt vivre dans la gêne. Il ne faut pas croire qu'ils sont dans la gêne financièrement. En fait, les universités fournissent un très bon soutien et de très bonnes conditions aux professeurs et aux équipes enseignantes. Oui, sinon les étudiants ne voudraient pas rester après l'obtention de leur diplôme. Donc pour moi, c'est suffisant pour mener une vie décente. Même si je ne jouis pas d'une liberté absolue, je peux rechercher de la liberté sur le plan intellectuel. Je pensais que M. Duan préférait discuter de technologie que de la vie. Mais maintenant, je me rends compte qu'il en parle tout aussi bien. Voilà des propos de haute volée. La liberté financière, c'est juste un autre niveau. Elle vous permet seulement de dire que vous pouvez acheter ce que vous voulez. Quand vous l'avez fait,
que vous avez acquis ce que vous désiriez, qu'en est-il ensuite? Pouvez-vous réellement faire ce que vous voulez? Disposez-vous de la plateforme vous permettant d'atteindre la valeur comme vous le souhaitez? Je ne pense pas qu'on y arrive avec simplement de l'argent. Tout à fait, c'est très bien résumé. Pouvoir se concentrer, risquer le tout pour le tout en faisant ce qu'on aime, voilà la plus belle expérience pour moi. Bien. Maintenant, Monsieur Duan va tester vos connaissances sur l'informatique et le hacking. Qu'est-ce qu'un programme malveillant capable d'exploiter la vulnérabilité des systèmes informatiques et de se propager rapidement sur Internet sans recours à un quelconque autre intermédiaire? A. Un virus. B. Un ver. C. Un cheval de Troie. Il suffit de regarder ces trois images pour savoir la réponse. Elles illustrent assez clairement les caractéristiques de leur propagation, sans recours à un intermédiaire. En d'autres termes, pas la peine de le cacher dans d'autres programmes ou fichiers. C'est ça. Par exemple, certains virus nécessitent un hôte, comme un email que vous envoyez. Ce programme malveillant, par contre, n'en a pas besoin. Ensuite, l'ancien étudiant en sciences humaines que je suis peut éliminer le cheval de Troie, parce que je sais que ce dernier a besoin de... Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous me décontenancez. Ai-je raison de l'éliminer à votre avis? Oui. Bien, je pense que vous pouvez envisager d'exclure le cheval de Troie. Je ne suis pas non plus totalement affirmatif. Je me souviens qu'il doit être mélangé à un programme ou un fichier pour entrer dans votre boîte email. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur sort, comme les soldats qui se cachaient dans le ventre du cheval de Troie. N'est-ce pas? Il faut un programme pour les faire entrer. Après ouverture, ils se disséminent. C'est décidé, j'élimine la proposition C. Laquelle choisissez-vous? La C. La C, pouvez-vous expliquer pourquoi C? Vous intimidez les étudiants en sciences humaines. Pourquoi êtes-vous si sûr de votre choix? Je me trompe? J'ai dit une bêtise? Je me fie simplement à ce que vous avez dit. Je juge en fonction des images. Je pense que A et B ont tous deux un média, tandis que C surgit directement de cet ordinateur. Quel est le support de A? Le port USB. Ok, qu'en est-il de B? C'est un fichier. Il passe à travers. Oui, avec C, on voit un cheval de Troie surgir directement de l'écran. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Ça a du sens. Ils choisissent la proposition que j'exclus. Ce courage est louable. Y en a-t-il qui ont choisi A? Vous voyez, il y en a et B. Alors la bonne réponse est... B, le ver de réseau. Vous là-bas qui vous êtes moqué de moi. Certes, j'ai choisi A, qui n'est pas la bonne réponse, mais au moins, je vous avais dit d'exclure C. Vous n'écoutez pas les conseils de vos aînés. Votre raisonnement est logique. Le cheval de Troie a besoin d'un intermédiaire. Donc, je pense que même les étudiants en sciences humaines... Il ne surgit pas ainsi, d'accord? Vous pouvez suivre votre intuition et poursuivre une seconde spécialité en informatique. J'ai plus d'expérience. Un facteur déterminant réside dans le fait que les virus informatiques sont généralement joints à d'autres fichiers. Ces derniers sont parfois sur un support comme une clé USB, autrefois une disquette, parfois un courrier électronique. Ça peut être un élément que vous téléchargez comme un programme ou une image, lequel est le plus nocif?
Du point de vue des réseaux, ce sont les vers qui causent le plus de dommages. Historiquement, ils sont les plus rapides car ils se propagent de manière autonome. Les vers peuvent parfois paralyser un réseau par le trafic qu'ils génèrent. Mais en termes de préjudice personnel, ce sont certains chevaux de Troie qui peuvent se cacher dans votre ordinateur. Le préjudice est plus grand pour les individus. Mais ce n'est pas catégorique. On les regroupe tous sous le terme de programme malveillant et il en existe également des formes hybrides. Par exemple, il y a WannaCry qui s'est propagé en 2017. Une fois qu'il a infecté votre ordinateur, il crypte votre disque dur. Vous ne pouvez plus accéder à votre ordinateur. Si vous ouvrez un fichier, il vous indique combien de bitcoins vous devez payer avant de pouvoir obtenir la clé de décryptage. C'est de l'extorsion. Oui, il s'agit d'un rançongiciel. Donc nous devons tous faire attention. Deuxième question. Parmi les 3 personnes suivantes, laquelle a choisi le mot de passe DADADA pour ses comptes de réseaux sociaux? A. Bill Gates, B. Steve Jobs, C. Mark Zuckerberg. Ces 3 personnes, Tout le monde les connaît. l'un de ces manias de l'Internet a utilisé un mot de passe aussi faible sur les réseaux sociaux. Je dirais que ça ressemble à Zuckerberg, car il est le plus jeune des 3, et l'essor des réseaux sociaux a commencé avec sa génération d'internautes. D'un autre côté, Bill Gates et Steve Jobs ont travaillé dans le domaine des logiciels et du matériel. Comme ils n'étaient pas spécialistes des réseaux sociaux, ils utilisaient probablement un mot de passe faible pour leur propre compte, parce qu'ils n'étaient peut-être pas conscients des précautions à prendre. Pourquoi pensez-vous que Bill Gates aurait fait cela? Parce que je pense que DADADA est relativement simple. Et j'ai l'impression que le plus âgé des 3 est Bill Gates. C'est assez simple, comme il est vieux, c'est sûrement lui. C'est logique. Bill Gates n'était-il pas l'un des premiers hackers? On peut dire ça. Je crois avoir lu dans sa biographie qu'il avait déjà fait cela. Et je pense qu'à l'époque de Bill Gates, les claviers produisaient tous ce genre de son. Donc il aurait peut-être choisi cette syllabe toute simple, qui est un marqueur de sa génération. Bill Gates. Je pense que ça se pourrait bien. Combien on choisit B? Moi, je pense quand même que c'est Zuckerberg. Combien votez C? Regardons, pour cette question, je ne peux que me fier à mon intuition. 46% ont choisi C. Les 2 autres propositions récoltent environ 25% des votes. Mark Zuckerberg est donc en première place. La bonne réponse est... Félicitations aux jeunes qui ont voté C. Mais quel est le sens de cette question? Ce mot de passe était principalement utilisé pour poster des photos sur les réseaux sociaux. Que signifie DADADA? Pourquoi a-t-il utilisé un mot de passe aussi faible? Alors, je ne lui ai pas demandé. Mais peut-être aurez-vous l'occasion de le faire en personne. D'après les informations que j'ai lues sur Internet, c'est son enfant qui l'appelait ainsi. Il disait « da 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 » au lieu de « papa ». Je trouve cela très beau. En tant que père, je comprends très bien pourquoi il l'a utilisé comme mot de passe. Et même s'il fait partie de l'élite en informatique, il est très dangereux d'avoir un mot de passe aussi simple sur les réseaux sociaux.
Mais c'est le mode d'expression de la jeune génération, chaleureuse et spontanée, qui aime briser les contraintes. Même si vous trouvez que ce n'est pas sûr, moi je pense que ça l'est, au plus haut point. Ou bien je ne réfléchis même pas aux problèmes de sécurité. L'important, c'est d'être heureux, de pouvoir exprimer mon amour pour ma fille. Cette question confirme une fois de plus que mon intuition était la bonne. Je pense que le professeur Duan est un philosophe. Ses préoccupations ne concernent pas seulement la technologie, mais aussi les personnes qui sont derrière, leurs pensées, leurs émotions et même la nature humaine. Le moment est venu de vous laisser la parole. Parlez-nous du monde des hackers White Hat. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Je suis honoré d'être ici en tant que hacker. Beaucoup de gens pensent que nous autres pouvons réserver un billet de train à grande vitesse en quelques minutes. Désolé de vous décevoir, l'activité dont vous parlez est le scalping. Il se trouve que j'ai des étudiants qui analysent ces logiciels de revente de billets, mais ils ne vous aideront pas à obtenir un titre de transport. S'ils le faisaient, je ne serais plus un enseignant, mais un parrain, le chef d'une organisation criminelle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce qu'est exactement ce qu'on appelle l'esprit du hacking. Ce dernier vient du climat culturel qui a fait naître les hackers. Savez-vous où ça se trouve ? Il s'agit du dôme d'un bâtiment du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Depuis les années 60, ce grand dôme a toujours été un lieu où les hackers font des farces. En particulier, un groupe de hackers réunis dans le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Ces derniers font souvent des choses bizarres. Une nuit, ils y ont hissé la voiture de patrouille de la police du campus. C'est le bâtiment emblématique du MIT. On l'appelle le Grand Dôme. Une fois, ils l'ont décoré de ce motif. Également, en l'espace d'une nuit. Tout le monde sait ce que c'est, non ? Captain America ? Oui, c'est son bouclier dans le film Avengers. Certes, ces actions n'apparaissent pas conformes aux valeurs de la société. Mais les premiers hackers agissaient ainsi, à savoir utiliser souvent des moyens innovants pour accomplir des tâches apparemment impossibles. On peut aussi dire que c'est juste pour le plaisir. Il n'y a aucun profit à gagner. L'objectif étant juste de faire quelque chose que tout le monde pensait impossible. À l'opposé, il y a ce qu'on appelle l'action à but lucratif. Dans de nombreux cas, ces actes visant le profit ne sont traditionnellement pas inclus dans l'esprit du hacking. Je pense que le représentant le plus remarquable des hackers du MIT est cette personne. Qui c'est ? Il s'agit de Richard Feynman, lauréat du prix Nobel de physique. Il était connu pour sa pratique du hacking. Il aimait déverrouiller les serrures. Il se rendait souvent dans les bureaux d'autres scientifiques. Pendant qu'il discutait avec eux, il s'appuyait contre leur coffre-fort, puis on ouvrait la serrure à combinaison. C'en était à tel point que lorsque ces scientifiques ne se souvenaient plus des combinaisons, ils lui demandaient de l'aide. Bien entendu, Feynman n'a pas grand-chose à voir avec les hackers dont nous allons parler. Mais en tant que physicien, il a formé un véritable hacker en informatique. C'est notre prochaine histoire. La première classification des véritables hackers dans le domaine de la sécurité informatique date des années 1970.
Un document a circulé sur Internet. Celui-ci divisait pour la première fois les hackers en Black Hats, White Hats et Grey Hats. Les Black Hats sont des hackers qui exploitent les vulnérabilités informatiques pour commettre des méfaits. L'un des plus représentatifs était Kevin Mitnick. Il faisait partie des fugitifs les plus recherchés par le FBI, car il avait piraté une quarantaine de grandes entreprises, dont IBM et Motorola, ainsi que le système d'alerte de la Défense nationale américaine. Malgré tout, il échappait à la justice, jusqu'au jour où il s'est créé des ennuis. Il a attaqué un expert qui n'avait pas peur des problèmes. Il s'agit du hacker White Hat nommé Tsutomu Shimomura. Physicien américano-japonais, c'est un ancien élève de Richard Feynman dont j'ai parlé. Il est aussi un grand expert en sécurité informatique. Quand il piratait son ordinateur, Mitnick lui a volé certains fichiers et lui a laissé le message suivant. « Mon kung-fu est meilleur que le tien », avec le mot kung-fu en japonais. Cela a provoqué l'ire de Tsutomu Shimomura. « Tu peux voler mes fichiers, mais je ne peux pas te laisser penser que tu es plus fort que moi. » Il a donc installé un peu partout, comme sur les ordinateurs de ses collègues et de ses amis, des logiciels de son cru, qu'on qualifierait aujourd'hui de pots de miel et de traceurs. Le but était d'inciter Mitnick à attaquer à nouveau son système pour le localiser. Finalement, avec l'aide de Shimomura, le FBI a arrêté Mitnick. Il existe également ce qu'on appelle les Grey Hats. Leur situation est moins claire, ils se situent dans l'entre-deux. Par exemple, il y avait le cas du hacker palestinien Khalil Shrehateh. Un jour, il a signalé à Facebook une faille de sécurité sur son site. Il pensait au départ qu'en lui signalant ce type de vulnérabilité, l'entreprise le récompenserait. Elle a pourtant refusé de l'admettre et il n'a pas reçu d'argent. Il a donc utilisé la faille qu'il avait découverte pour publier un message sur le mur Facebook de Mark Zuckerberg. Normalement, c'est impossible de le faire si vous ne figurez pas dans les contacts de Zuckerberg. Il a agi ainsi pour que Facebook se rende compte du problème. Celui-ci a ensuite été corrigé. Le hacker, quant à lui, n'a pas reçu de récompense car il n'avait pas suivi le protocole de signalement des vulnérabilités. On voit donc qu'au début, le mot hacker n'est pas péjoratif. Du moins, il ne désigne pas nécessairement quelqu'un de mal intentionné. Revenons à nos moutons. Je crois que tout le monde s'intéresse davantage aux expériences que j'ai vécues. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai jamais agi comme ces légendes du hacking. À ce jour, je n'ai jamais été en prison. Alors commençons par mon expérience à l'université. J'y suis entré en 1990. Pensez-vous qu'à l'époque, la sécurité Internet en Chine était meilleure ou pire qu'aux États-Unis? Meilleur. Bien meilleure, infiniment meilleure. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Internet en Chine. En 1994, le professeur Wu Jianping de l'université Tsinghua et son équipe ont construit le réseau fédérateur de l'Internet de première génération en Chine. J'ai eu la chance d'être l'un des premiers utilisateurs d'Internet. Je suis venu à l'université Tsinghua pour faire un doctorat au département d'informatique et j'ai participé à la création de la première équipe d'intervention d'urgence en matière de sécurité informatique en Chine.
On a découvert certaines failles de sécurité dans les navigateurs qu'on utilisait fréquemment. Comme nous le savons tous, les premiers protocoles Internet n'étaient pas cryptés. Les informations transmises entre votre navigateur et les serveurs pouvaient être surveillées ou même remplacées. Plus tard, les chercheurs en sécurité ont introduit le protocole de cryptage HTTPS. Lorsque vous visitez un site web, il y a un petit cadenas sur le côté gauche de la barre d'adresse. On pense généralement qu'avec le HTTPS, il est peu probable que la surveillance et le remplacement des contenus ne se produisent. Nous, les White Hats, travaillons souvent dur sur des choses que tout le monde pense impossibles. On a découvert une vulnérabilité qui pouvait toujours être exploitée. Elle pouvait permettre à des pirates de surveiller certaines de vos informations sensibles sans décrypter le HTTPS ou même de remplacer le contenu de votre communication. On a ainsi démontré que le HTTPS pouvait toujours être attaqué malgré le déploiement de toutes les mesures de sécurité à l'époque. En 2014, durant la première compétition d'exploration de vulnérabilité organisée en Chine, le responsable de la sécurité de Google a vu notre démonstration. Il est venu me voir immédiatement et m'a demandé comment on avait fait. Nous avons en fait échangé 5 ou 6 emails avec son personnel pour lui expliquer quel était le problème, comment réduire les risques et diminuer la probabilité d'une telle attaque. Parallèlement, après notre découverte, nous avons également envoyé un rapport de sécurité à tous les sites web concernés que nous avons testés. En 2015, nos résultats ont été rendus publics lors d'une conférence universitaire de premier plan sur la sécurité. Suite à sa publication, notre article a attiré l'attention du secteur. Les mises à jour ont rapidement été installées sur les PC pour les protéger. Mais des gens m'ont déjà demandé pourquoi est-ce qu'on avait signalé ces informations de vulnérabilité à Google. Je réponds que ce que nous signalons concerne Google et ce que nous protégeons, c'est la sécurité de vos ordinateurs. On pense que c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide de résoudre les problèmes de sécurité pour tous. C'est également le cas de nombreux acteurs du secteur de la sécurité qui encouragent les hackers à mener des attaques sur leurs produits. Pensez-vous que de nos jours, l'Internet chinois est plus sûr qu'en 2000 ou bien est-ce le contraire? C'est le contraire. Alors pourquoi? Parce que par rapport à l'époque, il y aura peut-être plus de médias et que de plus en plus de personnes sont exposées à Internet. Merci, on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, les cours, les services bancaires, les achats et les commandes de repas en ligne dépendent d'Internet. Pour la sécurité, c'est en fait très compliqué. Aujourd'hui, de nombreux hackers informatiques sont motivés par le profit. Quand ils ont réussi à pénétrer dans un ordinateur, ils cherchent un moyen d'en profiter pour gagner de l'argent. Nos recherches sur les activités clandestines sur Internet, c'est-à-dire les industries noires et grises, remontent à plus de 10 ans. Maintenant, certains de nos étudiants analysent les logiciels de scalping. Nous avons constaté que les moteurs de recherche sont la cible d'activités clandestines. Ce sont aussi des outils qu'utilisent les industries noires et grises. Peut-être en avez-vous entendu parler, un étudiant en informatique a gagné 70 millions en l'espace de 2 ans en piratant les classements des moteurs de recherche. L'une de nos dernières études s'est en fait concentrée
sur la promotion des offres des industries noires et grises, car cela peut constituer une porte d'entrée pour presque toutes leurs activités. La première chose que nous devons faire, et qui est une méthode importante dans l'esprit du hacker, c'est de passer derrière les lignes ennemies. À l'époque, nous avons enregistré le nom de domaine d'un site web, à savoir Mangmangda. Rien ne permettait de savoir s'il était ou non dans la légalité. Ensuite, un de nos étudiants s'est infiltré dans un groupe de discussion appelé « Optimisation des moteurs de recherche » pour trouver le service client, auquel il a dit que nous étions intéressés. Nous avons donc dépensé 100 yuan pour bénéficier du service proposé. Ensuite, depuis notre site web, on a analysé les robots d'indexation de différents moteurs de recherche pour voir que des sites web du monde entier nous visitaient. De cette manière, nous avions un aperçu de certains de leurs mécanismes de fonctionnement et de leurs moyens techniques. Ensuite, nous avons publié un autre article. Certains pourraient dire « Pourquoi rendez-vous public cet algorithme de détection? En lisant vos travaux, les pirates ne vont-ils pas apprendre comment esquiver ?» En fait, il en va ainsi. La sécurité des réseaux est un jeu d'attaque et de défense. Par conséquent, on doit faire en sorte que notre algorithme ait une longueur d'avance sur l'assaillant, afin qu'il ait un prix à payer supérieur au nôtre. Lorsque le coût dépasse les gains générés auprès de ses clients, alors il arrête cette activité, et cela signifie que nous gagnons, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que l'esprit du hacking exactement? En fait, j'en ai discuté en ligne avec certains de mes étudiants hier soir. Notre meilleure façon de répondre aux urgences est d'empêcher que ces vulnérabilités ne se produisent. Nous cherchons à rendre le monde meilleur en découvrant ses imperfections. On cherche sans cesse des failles de sécurité dans le cyberespace, non pas pour en tirer profit en s'affranchissant des règles, mais pour permettre au réseau de les réparer et de le rendre ainsi plus sûr. En silence, nombreux sont les hackers qui, loin d'être malveillants, travaillent dur en ce sens. Merci à tous. Applaudissez encore bien fort Monsieur Duan. Parmi toutes les questions du public, j'en ai choisi une. Je pense qu'elle est à votre image. Elle a de la force, de la chaleur, du tempérament et même du romantisme. La voici. Professeur Duan, selon vous, quelle est l'étape finale pour les hackers? Si on définit les hackers par ce qu'on appelle aujourd'hui les white hats, ou ce que j'appelle l'esprit du hacking, je pense qu'il n'y en a pas. On peut donc le comprendre ainsi. Tant que l'humain est là, tant que la quête ou l'esprit d'exploration du hacking sont là, les hackers ne disparaîtront pas. Oui. Applaudissons une nouvelle fois Monsieur Duan pour son merveilleux discours. Un grand merci également aux membres du public sur place et aux internautes qui nous ont suivis en direct. Au revoir et à la prochaine.